Bonsoir à tous, bienvenue sur Cévite pour un nouveau voyage au bout de la nuit, de nouvelles aventures littéraires avec moi. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous êtes en forme. Ce soir, je vous invite, toujours dans le thème de la Première Guerre mondiale en littérature, à continuer avec moi la lecture du Temps retrouvé, qui est donc le dernier tome d'À la recherche du temps perdu de Marcel Proust et qu'on appelle bien plus souvent La Recherche. C'est un roman qui a été publié à titre posthume assez tard, en 1927, mais qui raconte vraiment le Paris de 1916, en plein cœur de la Première Guerre mondiale qui frappe le pays. Le narrateur se montre patriotique et germanophobe, comme la plupart des Parisiens à l'époque, mais le livre fait aussi la satire de l'esprit cocardier, vraiment sans danger, bien confortable, à l'arrière. Alors au-delà de ça, cette œuvre nous livre avant tout une réflexion sur la littérature, sur la mémoire et sur le temps, puisque c'est dans ce dernier tome que Proust va s'assurer de sa vocation qui est celle d'écrire les mots que nous allons lire aujourd'hui. Et cette confiance en la littérature, il va la trouver à travers des détails qui sont universels et qui nous touchent tous, comme la fin d'un morceau de musique, qui est le passage le plus connu du roman, le bruit d'une cuillère, la raideur d'une serviette. Le narrateur comprend que ce sont ces petites sensations, ces réminiscences qui sont seules capables de ressusciter le passé. Et c'est ce qu'on appelle, on le sait tous, la Madeleine de Proust. Et ce qui est pour lui comme une sorte d'extase. Alors laissez-vous partir en voyage avec moi. Peut-être même serais-je une Madeleine de Proust pour certains d'entre vous qui petits s'endormaient en écoutant des histoires. N'hésitez pas tout au long de l'émission à réagir sur Facebook, Twitter ou Instagram avec le hashtag VBN. Je serai ravie de vous répondre. Je crus comprendre qu'il avait trouvé aux armées des ressources qui lui avaient fait peu à peu oublier que Morel s'était aussi mal conduit avec lui qu'avec son oncle. Pourtant, il lui gardait une grande amitié et était pris de brusques désirs de le revoir, qui l'ajournaient sans cesse. Je crus plus délicat envers Gilberte de ne pas indiquer à Robert que pour retrouver Morel, il n'avait qu'à aller chez Madame Verdurin. Je dis avec humilité à Robert combien on sentait peu la guerre à Paris. Il me dit que même à Paris, c'était quelquefois assez inouï. Il faisait allusion à un raid de Zeppelin qu'il y avait eu la veille et il me demanda si j'avais bien vu, mais comme il m'eût parlé autrefois de quelques spectacles d'une grande beauté esthétique. Encore au front comprend-on qu'il y ait une sorte de coquetterie à dire « c'est merveilleux, quelle rose et ce vert pâle » au moment où on peut à tout instant être tué, mais ceci n'existait pas chez Saint-Loup. À Paris, à propos d'un raid insignifiant, mais qui, de notre balcon, dans ce silence d'une nuit où il y avait eu tout à coup une fête vraie avec des fusées utiles et protectrices, appel de clairons qui n'étaient pas que pour la parade, etc. Je lui parlais de la beauté des avions qui montaient dans la nuit. Et peut-être encore plus de ceux qui descendent, me dit-il. Je reconnais que c'est très beau le moment où ils montent, où ils vont faire constellation, et obéissent en cela à des lois tout aussi précises que celles qui régissent les constellations, car ce qui te semble un spectacle est le ralliement des escadrilles, les commandements qu'on leur donne, leur départ en chasse, etc. Mais est-ce que tu n'aimes pas mieux le moment où, définitivement assimilés aux étoiles, ils s'en détachent pour partir en chasse ou rentrer après la berloque, le moment où ils font apocalypse, même les étoiles ne gardant plus leur place? Et ces sirènes, était-ce assez wagnérien, ce qui du reste était bien naturel pour saluer l'arrivée des Allemands? Ça fait très hymne national, avec le Kronprinz et les princesses dans la loge impériale, Wacht am Rhein. C'était à se demander si c'était bien des aviateurs et pas plutôt des Valkyries qui montaient. Il semblait avoir plaisir à cette assimilation des aviateurs et des Valkyries, et l'expliqua d'ailleurs par des raisons purement musicales. Dame, est-ce que la musique des sirènes était d'une chevauchée? Il faut décidément l'arrivée des Allemands pour qu'on puisse entendre du Wagner à Paris. D'ailleurs, à certains points de vue, la comparaison n'était pas fausse. De notre balcon, la ville semblait un seul lieu mouvant, informe et noir, et qui tout d'un coup passait, des profondeurs et de la nuit, dans la lumière et dans le ciel. Où, un à un, les aviateurs s'élançaient à l'appel déchirant des sirènes,
cependant que d'un mouvement plus lent, mais plus insidieux, plus alarmant, car ce regard faisait penser à l'objet invisible encore et peut-être déjà proche qu'il cherchait. Les projecteurs se remuaient sans cesse, flairant l'ennemi, le cernant de leur lumière jusqu'au moment où les avions aiguillés bondiraient en chasse pour le saisir. Et, escadrille après escadrille, chaque aviateur s'élançait ainsi de la ville transportée maintenant dans le ciel, pareil à une valkyrie. Pourtant, des coins de la terre, au ras des maisons, s'éclairaient, et je dis à Saint-Loup que s'il avait été à la maison la veille, il aurait pu, tout en contemplant l'apocalypse dans le ciel, voir sur la terre, comme dans l'enterrement du comte d'Orgas du Gréco, où ces différents plans sont parallèles, un vrai vaudeville joué par des personnages en chemise de nuit, lesquels, à cause de leur nom célèbre, eussent mérité d'être envoyés à quelques successeurs de ce Ferrari dont les notes mondaines nous avaient si souvent amusés, Saint-Loup et moi, que nous nous amusions pour nous-mêmes à en inventer. Et c'est ce que nous avions fait encore ce jour-là, comme s'il n'y avait pas la guerre, bien que sur un sujet fort, guerre, la peur des éplins, reconnus, la duchesse de Guermantes superbe en chemise de nuit, le duc de Guermantes inénarrable en pyjama rose et peignoir de bain, etc., etc. Je suis sûre, me dit-il, que dans tous les grands hôtels, on a dû voir les juives américaines en chemise, serrant sur leur sein décati le collier de perles qui leur permettra d'épouser un duc décavé. L'hôtel Ritz, ces soirs-là, doit ressembler à l'hôtel du libre-échange. Il faut pourtant que si la guerre n'ait pas grandi l'intelligence de Saint-Loup, cette intelligence, conduite par une évolution où l'hérédité entrait pour une grande part, avait pris un brillant que je ne lui avais jamais vu. Quelle distance entre le jeune blondin qui jadis était courtisé par les femmes chics ou aspirant à le devenir, et le discoureur, le doctrinaire qui ne cessait de jouer avec les mots. À une autre génération, sur une autre tige, comme un acteur qui reprend le rôle joué jadis par Bressan ou Delaunay, il était comme un successeur, rose, blond et doré, alors que l'autre était mi-parti très noir et tout blanc, de Monsieur de Charlus. Il avait beau ne pas s'entendre avec son oncle sur la guerre, s'étant rangé dans cette fraction de l'aristocratie qui faisait passer la France avant tout, tandis que Monsieur de Charlus était au fond défaitiste, il pouvait montrer à celui qui n'avait pas vu le créateur du rôle comment on pouvait exceller dans l'emploi de raisonneur. Il paraît que Hindenburg, c'est une révélation, lui dis-je. Une vieille révélation, me répondit-il du tac au tac, ou une future révélation. Il aurait fallu, au lieu de ménager l'ennemi, laisser faire Manguin, abattre l'Autriche et l'Allemagne, et européaniser la Turquie, au lieu de monténégréniser la France. Mais nous n'aurons l'aide des États-Unis, lui dis-je. En attendant, je ne vois ici que le spectacle des États désunis. Pourquoi ne pas faire de concessions plus larges à l'Italie par la peur du déchristianiser la France? Si ton oncle Charlus t'entendait, lui dis-je, au fond tu ne serais pas fâché qu'on offense encore un peu plus le pape, et lui pense avec désespoir au mal qu'on peut faire au trône de François-Joseph. Il se dit d'ailleurs en cela dans la tradition de Talleyrand et du Congrès de Vienne. L'ère du Congrès de Vienne est révolue, me répondit-il. À la diplomatie secrète, il faut opposer la diplomatie concrète. Mon oncle est au fond un monarchiste impénitent, à qui on ferait avaler des carpes comme Madame Mollet ou des escarpes comme Arthur Meyer, pourvu que carpe et escarpe fussent à la Chambord. Par haine du drapeau tricolore, je crois qu'il se rangerait plutôt sous le torchon du bonnet rouge qu'il prendrait de bonne foi pour le drapeau blanc. Certes, ce n'étaient que des mots et Saint-Loup était loin d'avoir l'originalité quelquefois profonde de son oncle. Mais il était aussi affable et charmant de caractère que l'autre était soupçonneux et jaloux. Et il était resté charmant et rose comme à Balbec, sous tous ses cheveux d'or. La seule chose où son oncle ne l'eût pas dépassé était cet état d'esprit du faubourg Saint-Germain, dont sont empreints ceux qui croient s'en être le plus détachés et qui leur donnent à la fois ce respect des hommes intelligents pas nés, qui ne fleurit vraiment que dans la noblesse et rend les révolutions si injustes, mêlées à une niaise satisfaction de soi. De par ce mélange d'humilité et d'orgueil, de curiosité d'esprit acquise et d'autorité innée, M. de Charlus et Saint-Loup, par des chemins différents,
et avec des opinions opposées, étaient devenus, à une génération d'intervalle, des intellectuels que toute idée nouvelle intéresse et des causeurs qui aucun interrupteur ne peut obtenir le silence. De sorte qu'une personne un peu médiocre pouvait les trouver l'un et l'autre selon la disposition où elle se trouvait, éblouissant ou raseur. Tu te rappelles, lui dis-je, nos conversations de doncières. Ah, c'était le bon temps. Quel abîme nous en sépare. Ces beaux jours renaîtront-ils seulement jamais? Du gouffre interdit à nos sondes, comme montent au ciel les soleils rajeunis après s'être lavés au fond des mers profondes? Ne pensons pas à ces conversations que pour en évoquer la douceur, lui dis-je. Je cherchais à y atteindre un certain genre de vérité. La guerre actuelle qui a tout bouleversé, et surtout, me dis-tu, l'idée de la guerre, rend-elle caduque ce que tu me disais alors relativement à ces batailles, par exemple aux batailles de Napoléon qui seraient imitées dans les guerres futures? Nullement, me dit-il. La bataille napoléonienne se retrouve toujours, et d'autant plus dans cette guerre qu'Hindenburg est un but de l'esprit napoléonien. Ses rapides déplacements de troupes, ses feintes, soit qu'il ne laisse qu'un mince rideau devant un de ses adversaires pour tomber toute force réunie sur l'autre, Napoléon 1814, soit qu'il pousse à fond une diversion qui force l'adversaire à maintenir ses forces sur le front qui n'est pas le principal. Ainsi la feinte d'Hindenburg devant Varsovie, grâce à laquelle les Russes trompés portèrent là leur résistance et furent battus sur les lacs de Mazurie. Ces replis analogues à ceux par lesquels commencèrent Austerlitz, Arcole, Eckmühl, tout chez lui est napoléonien, et ce n'est pas fini. J'ajoute, si loin de moi tu essaies au fur et à mesure d'interpréter les événements de cette guerre, de ne pas te fier trop exclusivement à cette manière particulière d'Hindenburg pour y trouver le sens de ce qu'il fait, la clé de ce qu'il va faire. Un général est comme un écrivain qui veut faire une certaine pièce, un certain livre, et que le livre lui-même, avec les ressources inattendues qu'il révèle ici, l'impasse qu'il présente là fait dévier extrêmement du plan préconçu. Comme une diversion, par exemple, ne doit se faire que sur un point qui a lui-même assez d'importance, suppose que la diversion réussisse au-delà de toute espérance, tandis que l'opération principale se solde par un échec. C'est la diversion qui peut devenir l'opération principale. J'attends Hindenburg à un des types de la bataille napoléonienne, celle qui consiste à séparer deux adversaires, les Anglais et nous. Tout en me rappelant ainsi la visite de Saint-Loup, j'avais marché, fait un trop long crochet. J'étais presque au pont des Invalides. Les lumières, assez peu nombreuses à cause des Gotha, étaient allumées un peu trop tôt car le changement d'heure avait été fait un peu trop tôt, quand la nuit venait encore assez vite, mais stabilisée pour toute la belle saison, comme les calorifères sont allumés et éteints à partir d'une certaine date. Et, au-dessus de la ville nocturnement éclairée, dans toute une partie du ciel ignorant de l'heure d'été et de l'heure d'hiver, et qui ne daignait pas savoir que 8h30 était devenu 9h30, dans toute une partie du ciel bleuâtre, il continuait à faire un peu jour. Dans toute la partie de la ville que dominent les tours du Trocadéro, le ciel avait l'air d'une immense mer, nuance de turquoise qui se retire, laissant déjà émerger toute une ligne légère de rochers noirs, peut-être même de simples filets de pêcheurs alignés les uns après les autres, et qui étaient de petits nuages. Mer en ce moment couleur turquoise et qui emporte avec elle, sans qu'ils s'en aperçoivent, les hommes entraînés dans l'immense révolution de la terre sur laquelle ils sont assez fous pour continuer leur révolution à eux, et leur vaine guerre comme celle qui ensanglantait en ce moment la France. Au reste, à force de regarder le ciel paresseux et trop beau, qui ne trouvait pas digne de lui de changer son horaire et au-dessus de la ville allumée prolongeait mollement, en cette ombre bleuâtre, sa journée qui s'attardait. Le vertige prenait, ce n'était plus une mer étendue mais une gradation verticale de bleu glacier. Et les tours du Trocadéro qui semblaient si proches des degrés de turquoise devaient en être extrêmement éloignés. Comme ces deux tours de certaines villes de Suisse qu'on croirait dans le lointain voisiner avec la pente des cimes. Je revins sur mes pas, mais une fois quitté le pont des Invalides, il ne faisait plus jour dans le ciel. Il n'y avait même guère de lumière dans la ville, et butant çà et là contre des poubelles, prenant un chemin pour un autre, je me trouvais sans m'en douter, en suivant machinalement un dédale de rues obscures, arrivé sur les boulevards. Là,
L'impression d'Orient que je venais d'avoir se renouvela, et d'autre part à l'évocation du Paris du Directoire succéda celle du Paris de 1815. Comme en 1815, c'était le défilé le plus disparate des uniformes des troupes alliées, et parmi elles, des Africains en jupe culotte rouge, des Hindous enturbanés de blanc suffisaient pour que de ce Paris où je me promenais, je fisse comme une imaginaire cité exotique. Dans un Orient à la fois minutieusement exact en ce qui concernait les costumes et la couleur des visages, arbitrairement chimérique en ce qui concernait le décor, comme de la ville où il vivait Carpaccio fit une Jérusalem ou une Constantinople en y assemblant une foule dont la merveilleuse bigarrure n'était pas plus colorée que celle-ci. Marchant derrière deux zouaves qui ne semblaient guère se préoccuper de lui, j'aperçus un homme grand et gros, en feutre mou, une longue houppelande et sur la figure mauve duquel j'hésitais si je devais mettre le nom d'un acteur ou d'un peintre, également connu pour d'innombrables scandales sodomistes. J'étais certain en tout cas que je ne connaissais pas le promeneur, aussi fus-je bien surpris, quand ses regards rencontrèrent les miens, de voir qu'il avait l'air gêné, et fit exprès de s'arrêter et de venir à moi comme un homme qui veut montrer que vous ne le surprenez nullement en train de se livrer à une occupation qu'il eût préféré laisser secrète. Une seconde, je me demandais qui me disait bonjour. C'était Monsieur de Charlus. On peut dire que pour lui, l'évolution de son mal ou la révolution de son vice était à ce point extrême où la petite personnalité primitive de l'individu, ses qualités ancestrales, sont entièrement interceptées par le passage en face d'elle du défaut ou du mal générique dont elles sont accompagnées. Monsieur de Charlus était arrivé aussi loin qu'il était possible de soi-même, ou plutôt, il était lui-même si parfaitement masqué par ce qu'il était devenu et qui n'appartenait pas à lui seul mais à beaucoup d'autres invertis, qu'à la première minute, je l'avais pris pour un autre d'entre eux. Derrière ses zouaves, en plein boulevard, pour un autre d'entre eux qui n'était pas Monsieur de Charlus, qui n'était pas un grand seigneur, qui n'était pas un homme d'imagination et d'esprit, et qui n'avait pour toute ressemblance avec le baron que cet air commun à tous, qui maintenant chez lui, au moins avant qu'on se fût appliqué à bien regarder, couvrait tout. C'est ainsi qu'ayant voulu aller chez Madame Verdurin, j'avais rencontré Monsieur de Charlus. Certes, je ne l'eusse pas comme autrefois trouvé chez elle. Leur brouille n'avait fait que s'aggraver, et Madame Verdurin ne servait même des événements présents pour le discréditer davantage. Ayant dit depuis longtemps qu'elle le trouvait usé, fini, plus démodé dans ses prétendues audaces que les plus pompiers, elle résumait maintenant cette condamnation et dégoûtait de lui toutes les imaginations en disant qu'il était avant-guerre. La guerre avait mis entre lui et le présent, selon le petit clan, une coupure qui le reculait dans le passé le plus mort. D'ailleurs, ceci s'adressant plutôt au monde politique qui était moins informé, elle le représentait comme aussi toc, aussi à côté, comme situation mondaine que comme valeur intellectuelle. Il ne voit personne, personne ne le reçoit, disait-elle à Monsieur Bontemps, qu'elle persuadait aisément. Il avait d'ailleurs du vrai dans ses paroles. La situation de Monsieur de Charlus avait changé. Se souciant de moins en moins du monde, s'étant brouillé par caractère quinteux, et ayant par conscience de sa valeur sociale dédaigné de se réconcilier avec la plupart des personnes qui étaient la fleur de la société, il vivait dans un isolement relatif qui n'avait pas, comme celui où était morte Madame de Villeparisis, l'ostracisme de l'aristocratie pour cause, mais qui aux yeux du public paraissait pire pour deux raisons. La mauvaise réputation maintenant connue de Monsieur de Charlus faisait croire aux gens peu résignés que c'était pour cela que ne le fréquentaient point les gens que son propre chef il refusait de fréquenter, de sorte que ce qui était l'effet de son humeur atrabilaire semblait celui du mépris des personnes à l'égard de qui elle s'exerçait. D'autre part, Madame de Villeparisis avait eu un grand rempart, la famille. Mais Monsieur de Charlus avait multiplié entre elle et lui les brouilles. Elle lui avait d'ailleurs, surtout côté Vieux-Faubourg, côté Courvoisier, semblé inintéressante. Et il ne se doutait guère, lui qui avait fait vers l'art, par opposition au Courvoisier, des pointes si hardies, que ce qui eût intéressé le plus en lui un Bergotte, par exemple, c'était sa parenté avec tout ce vieux faubourg, c'eût été de pouvoir lui décrire la vie quasi provinciale menée par ses cousines,
de la rue de la Chaise à la place du Palais Bourbon et à la rue Garancière. Puis, se plaçant à un autre point de vue moins transcendant et plus pratique, Madame Verdurin affectait de croire qu'il n'était pas français. « Quelle est sa nationalité exacte? Est-ce qu'il n'est pas autrichien ?» demandait innocemment M. Verdurin. « Mais non, pas du tout », répondait la comtesse Molé, dont le premier mouvement obéissait plutôt au bon sens qu'à la rancune. « Mais non, il est prussien, disait la patronne. Mais je vous le dis, je le sais, il nous l'a assez répété qu'il était membre héréditaire de la Chambre des seigneurs de Prusse et d'Urklauch. Pourtant, la reine de Naples m'avait dit « Mais vous savez que c'est une affreuse espionne !» s'écriait Madame Verdurin qui n'avait pas oublié l'attitude que la souveraine déchue avait eue un soir chez elle. « Je le sais, et d'une façon précise, elle ne vivait que de ça. Si nous avions un gouvernement plus énergique, tout ça devrait être dans un camp de concentration. Et allez donc! En tout cas, vous ferez bien de ne pas recevoir ce joli monde, parce que je sais que le ministre de l'Intérieur a l'œil sur eux. Votre hôtel serait surveillé. Rien ne m'enlèvera de l'idée que pendant 2 ans, Charlus n'a pas cessé d'espionner chez moi. » Et pensant probablement qu'on pouvait avoir un doute sur l'intérêt que pouvaient présenter pour le gouvernement allemand les rapports les plus circonstanciés sur l'organisation du petit clan, Madame Verdurin, d'un air doux et perspicace, en personne qui sait que la valeur de ce qu'elle dit ne paraîtra que plus précieux si elle n'enfle pas la voix pour le dire, « Je vous dirai que dès le premier jour, j'ai dit à mon mari, « Ça ne me va pas, la façon dont cet homme-là s'est introduit chez moi. Ça a quelque chose de louche. » Nous avions une propriété au fond d'une baie, sur un point très élevé. Il était sûrement chargé par les Allemands de préparer là une base pour leurs sous-marins. Il y avait des choses qui m'étonnaient et que maintenant je comprends. Ainsi, au début, il ne voulait pas venir par le train avec mes autres habitués. Moi, je lui avais très gentiment proposé une chambre dans le château. Eh bien non, il avait préféré habiter Doncières, où il y a énormément de troupes. Tout ça sentait l'espionnage à plein nez. Pour la première des accusations dirigées contre le baron de Charlus, celle d'être passé de mode, les gens du monde ne donnaient que trop aisément raison à Madame Verdurin. En fait, ils étaient ingrats, car M. de Charlus était en quelque sorte leur poète, celui qui avait su dégager de la mondanité ambiante une sorte de poésie où il entrait de l'histoire, de la beauté, du pittoresque, du comique, de la frivole élégance. Mais les gens du monde, incapables de comprendre cette poésie, n'en voyaient aucune dans leur vie, la cherchaient ailleurs et mettaient à 1000 pipes au-dessus de M. de Charlus des hommes qui lui étaient infiniment inférieurs, mais qui prétendaient mépriser le monde et en revanche professaient des théories de sociologue et d'économie politique. M. de Charlus s'enchantait à raconter des mots involontairement typiques et à décrire les toilettes savamment gracieuses de la duchesse de Montmorency, la traitant de femme sublime, ce qui le faisait considérer comme une espèce d'imbécile par des femmes du monde qui trouvaient la duchesse de Montmorency une sotte sans intérêt, que les robes sont faites pour être portées, mais sans qu'on ait l'air d'y faire aucune attention, et qui, elle, plus intelligente, courrait à la Sorbonne ou à la Chambre si De Chanel devait parler. Bref, les gens du monde s'étaient désengoués de M. de Charlus, non pas pour avoir trop pénétré, mais sans avoir pénétré jamais sa rare valeur intellectuelle. On le trouvait avant-guerre, démodé, car ceux-là même qui sont le plus incapables de juger les mérites sont ceux qui, pour les classer, adoptent le plus l'ordre de la mode. Ils n'ont pas épuisé, pas même effleuré les hommes de mérite qu'il y avait dans une génération, et maintenant il faut les condamner tous en bloc, car voici l'étiquette d'une génération nouvelle qu'on ne comprendra pas davantage. Quant à la deuxième accusation, celle de germanisme, l'esprit juste milieu des gens du monde la leur faisait repousser. Mais elle avait trouvé un interprète inlassable et particulièrement cruel en Morel qui, ayant su garder dans les journaux et même dans le monde la place que M. de Charlus, en prenant les 2 fois autant de peine, avait réussi à lui faire obtenir, mais non pas ensuite à lui faire retirer, poursuivait le baron d'une haine doublement coupable, car, quelles qu'eussent été ses relations exactes avec le baron, Morel avait connu de lui ce qu'il cachait à tant de gens, sa profonde bonté. Monsieur de Charlus avait été, avec le violoniste, d'une telle générosité, d'une telle délicatesse, il lui avait montré de tels scrupules de ne pas manquer à sa parole, qu'en le quittant, l'idée que Charlie avait emporté de lui n'était nullement l'idée d'un homme vicieux,
Tout au plus considérait-il le vice du baron comme une maladie, mais de l'homme ayant le plus d'idées élevées qu'il eût jamais connu. Un homme d'une sensibilité extraordinaire, une manière de saint. Il le niait si peu que, même brouillé avec lui, il disait sincèrement à des parents « Vous pouvez lui confier votre fils, il ne peut avoir sur lui que la meilleure influence. » Aussi, quand il cherchait par ses articles à le faire souffrir, dans sa pensée, ce qu'il bafouait en lui, ce n'était pas le vice, c'était la vertu. Voilà, c'est sur ces mots que je vais clore cette lecture du Temps retrouvé de Marcel Proust. Voilà, Madame Verdurin, le célèbre personnage de Proust, est enfin entrée en scène avec tout ce qu'elle a de plus farfelu. C'est un personnage bien trempé et on voit aussi que le pauvre monsieur de Charlus a été totalement exclu de ce cercle mondain. J'ai hâte de vous faire découvrir la suite. J'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. Je vous souhaite une très très bonne soirée, une bonne nuit pour d'autres et puis on se retrouve très vite dans Voyage au bout de la nuit sur C8.